a très récemment commencé à dénoncer le phénomène de la drogue en milieu scolaire parce que les effets et les conséquences nous accablaient déjà un peu trop. Bagarres graves entre élèves et professeurs, actes de barbarie, menaces de mort avec armes blanches et même mort d'hommes. On se souvient de quelques cas à l'instar de celui du professeur de mathématiques du lycée bilingue de Nkolbison tombé sous le coup, tué par un élève consommateur de drogue. On pensait alors qu'on s'était tous ouverts à la vérité pour sensibiliser, recadrer et éduquer nos enfants. On se rend malheureusement compte avec l'histoire récente de la journaliste tuée et découpée que le tissu social est décidément rompu. Les parents vivant au chat et à la souris avec leurs enfants qu'ils pensent protéger au lieu de les dénoncer, et c'est à se demander, on fait à qui? Meurtre, assassinat, inceste, bastonnade des parents, viol, vol, la liste n'est pas exhaustive. Les membres des familles vivent des choses qu'ils n'osent pas faire connaître, on couvre des comportements pas du tout normaux, on reste complice ou victime jusqu'au jour où le pire arrive. Le poteau rose est découvert. Ces mascarades bien orchestrées révèlent bien la crise des valeurs que nous vivons. À qui la faute? À qui profite le mal? Nos enfants sont-ils devenus nos bourreaux? Les parents aussi, pour certains, au comportement peu catholique, sont à fuir. Est-ce la fin des temps annoncée par les saintes écritures? Que non, Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas ici. La politique de l'autruche ne profite à personne. Faisons tous une introspection au risque de vivre le pire des pires, que chacun se dise à soi-même: diable, sors de ce corps. Pour en parler, nous avons dans ce studio le professeur Armand Lecaille Somba. Vous êtes sociologue, chef de département de cette discipline à l'Université de Yaoundé 1. Nous vous disons merci d'avoir honoré notre invitation. Merci de m'accueillir et je salue la lucidité de votre chronique. Alors, vous venez de nous écouter justement. Qu'est-ce que vous en dites d'emblée? Ces statistiques tragiques que vous avez si bien synthétisées expriment effectivement une ambiance et un état d'esprit tout à fait inquiétant. Et je dois dire que la question qui vient à l'esprit, qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que la tendance générale, très souvent, peut consister à démoniser une génération, en considérant que peut-être les jeunes générations seraient de plus en plus violentes. J'ai à l'esprit une phrase de Napoléon qui aurait affirmé à l'époque que l'éducation d'un enfant commence 20 ans avant sa naissance. C'est ça. Ce qui laisse penser que, en fait, le comportement parfois de nos enfants reflète en grande partie les valeurs qui leur ont été enseignées à travers un certain nombre de cadres de socialisation, d'éducation que sont la famille, etc. Dans une large mesure, l'espace familial constituait un important filtre. Aujourd'hui, ce que nous observons est que la plupart des parents sortent très tôt le matin et rentrent à 22h. Ça, c'est de lundi à vendredi. Le samedi, chez nous, est dans les zones non musulmanes, la journée nationale des enterrements. C'est un décret culturel que personne n'a signé. C'est ça. Et donc, il nous reste le dimanche. Parfois, on peut aller à la messe. Oui. Certains vont au 2-0. Ça veut dire que le temps statistique que les parents passaient avec les enfants s'est considérablement réduit. Lorsque nous les accompagnons à l'école, on ne dit plus qu'on les accompagne, on les dépose. Fais vite, je vais te déposer. Comme si c'était un objet qu'on déposait au dépotoir et comme si l'école était un dépotoir. En effet. Oui. Voilà. Et donc finalement, ce temps statistique s'étant réduit, ils passent ce temps avec les parents alternatifs. C'est les groupes de pères, c'est la rue, c'est les réseaux sociaux, c'est la télévision, où très souvent, ce sont des lieux et des espaces où la violence est disséminée de manière incroyable. Si vous passez un peu de temps à regarder les études qui sont faites sur Hollywood, Canal+, et dans tous nos salons, c'est 95% de violence. Même dans des téléfilms réputés d'amour comme Novelas, vous retrouvez des empoisonnements, des scènes, c'est la violence. Et donc, les enfants sont exposés. Ils sont exposés, ils consomment cette violence et parfois, l'espace familial qui était censé être le filtre, ne jouant plus fondamentalement ce rôle, à l'école, parfois, ils sont occupés à recevoir des instructions et donc, du coup, ils rejettent cette sorte de violence et lorsque ça vient de manière tragique, ça nous inquiète, ça nous accable. Et j'ajoute d'ailleurs que beaucoup de ces enfants sont des enfants de la rue, même s'ils sont à la maison. Parce qu'une grande part de leur manière de parler, de penser, d'agir, de sentir, leur est octroyée par
par ces espaces de la rue alternatifs qui sont en concurrence avec les lieux de famille où on est censé leur transmettre des valeurs. Et donc il y a une remise en cause, j'allais presque dire globale, de l'environnement. Mystique de l'environnement. Oui. Il faut essayer de retravailler les jonctions qui existaient à l'époque entre l'espace familial, les structures éducatives qui sont au niveau de l'école, mais aussi tout l'environnement général, notamment. Mais professeur, il est difficile de se départir de cet environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va pas vivre enfermé. Oui, naturellement. Mais ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que parfois nous sommes, pour la plupart, plus obsédés par l'idée, disons, de gagner beaucoup d'argent, de venir faire des cadeaux somptueux à nos enfants, etc. Et on oublie qu'une grande part de notre responsabilité consiste aussi à leur accorder un peu de temps en regardant comment est-ce qu'ils bagarrent, pour leur dire on ne bagarre pas avec le frère, on n'insulte pas les grandes personnes, on ne mange pas comme ça en public. Lorsque tout cela est délaissé, ils sont donc des êtres vulnérables, abandonnés à eux-mêmes. Ils sont dans une phase d'adolescence où ils sont exposés à des influences qui parfois dépassent leur propre niveau d'esprit moral, etc. Et donc tout ça est en conflit avec eux et en fait, ce sont parfois de très grands malades qui sont là. Très souvent, lorsqu'ils réagissent, on ne se rend pas compte qu'une grande part de leur psychologie a été affectée par cet environnement. Mais nous pouvons intervenir sur cet environnement en réactivant ce que moi j'ai toujours continué à appeler les armes d'éducation massive. C'est réinvestir les valeurs, des valeurs de fraternité, de solidarité, de respect, d'humilité, de partage, etc. et les introduire dans tous ces espaces où ces jeunes gens sont affectés. Donc, ça appelle une reconsidération de notre propre présence à eux dans les espaces de famille. Je suis tout à fait d'accord que la plupart n'ont pas toujours de famille en tant que telle. Certains, c'est des familles monoparentales, etc. Pour gérer ça de manière optimale, ça appelle des interventions qui ne sont pas simplement de l'ordre de l'espace familial. Ça veut dire que les contenus que nous exposons, nous devons exercer un certain niveau de contrôle et ça appelle à retravailler un certain nombre de politiques publiques de l'éducation qui ne passent pas simplement par le ministère de l'éducation de base ou le ministère des enseignements secondaires. Ça va même plus loin. Je vous assure, les grands hommes d'affaires qui sont là, qui ont beaucoup d'argent, peuvent faire le choix d'investir dans des bandes dessinées inspirées par des hommes de culture. Si cette sorte d'alliance collective, qui est une forme d'alliance en fait civilisationnelle devant les vagues d'une civilisation extrêmement violente à laquelle nous sommes tous exposés, s'il n'y a pas ces alliances coordonnées ici, ça risque d'être difficile demain. Alors là, vous parlez de la jeunesse des enfants, mais nous avons dénoncé des mots, des choses qui se passent dans des familles, des viols, incestes, vols et tout ce qu'on a pu citer. Les parents également sont complices, sont à blâmer. Absolument. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, c'est-à-dire que toute une société, en fait, est à reconsidérer, à revoir. On a toujours voulu faire croire que la délinquance n'était qu'une affaire de jeunes gens. De jeunes, oui. En croyant que délinquance et juvénile, c'était plus cohérent. Il y a des formes de délinquance sénile, c'est-à-dire des adultes. Exactement. Et ça commence par tous ces actes que vous avez énumérés, des expériences de traumatisme, de travestissement, des expériences qui sont faites sur des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, à l'intérieur et des grandes barrières qui encerclent nos maisons et sur lesquelles les enfants ne peuvent pas parfois s'exprimer. Et donc finalement, les parents ne sont plus des exemples également. Absolument. C'est des situations où finalement, nous qui sommes des éducateurs, nous recevons parfois dans nos bureaux, que ce soit l'amphi, des situations où vous sentez que cet enfant ou cette jeune fille, ce jeune garçon porte en lui ou en elle quelque chose, un poids. Parfois vous l'acculez un peu, ça éclate en sanglots et c'est dans une confession comme ça qu'elle finit par s'ouvrir et vous sentez que c'est un problème sérieux. C'est entouré par toutes les sortes de dogmes en termes de secrets. C'est une société bouleversée totalement que nous voyons. Vous, sociologue qui étudiez les fonctionnements, les transformations de ces sociétés, ces rapports entre les individus et leur société, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pas une fatalité. D'autres sociétés, probablement avant les nôtres, ont été affectées par ce genre de phénomène. Cela a en grande partie trouvé des solutions dans un effort d'éducation collective, sensibilisation, rappel des valeurs, de la sacralité, de la vie. Mais il y a une forte dimension répressive qui s'appuie sur la valorisation du droit et l'enseignement du droit à ceux qui sont censés être victimes de ça. Et donc, tous ces travestissements qui sont parfois portés
commis par des parents doivent pouvoir être dénoncés. Et là, il faut un certain niveau d'accompagnement pour nos enfants, des psychologues, les amener à utiliser d'autres types de ressources pour faire parler ceux qui sont victimes de ce type de pratique. Alors, on pointe du doigt la mondialisation. Des choses nous viennent d'ailleurs, de partout. Comment faut-il fonctionner si les parents eux-mêmes se mêlent à ces choses que nous dénonçons? Sur la question de la mondialisation, ce n'est pas faux. Mais encore une fois, chaque société essaye de créer les conditions pour minimalement filtrer les objets, que ce soit des objets matériels ou des objets culturels auxquels sa société fait face. Dans nos pays, nous sommes tous brutalement exposés alors que nous avons des outils qui peuvent permettre de le faire. Donc je crois qu'il faut aller vers ça, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les armes d'éducation massive, ça implique un ensemble d'acteurs, ministère des Postes et Télécommunications, agence des télécoms, ministère des enseignements secondaires, etc. Est-ce que vous voulez dire que le gouvernement ne joue pas finalement son rôle? Il y a à ce niveau une réflexion à faire pour réhabiliter l'éducation nationale en y donnant un contenu qui correspond effectivement aux valeurs de nos anthropologies. Actualisé, un contenu actualisé, oui, en lien non seulement avec nos anthropologies, nos grands systèmes de croyances, pour que nous puissions faire face à des vagues de choses qui nous arrivent sans mécanisme de contrôle. Professeur, est-ce que l'évangélisation n'est pas un recours? La religion a toujours été un important réservoir, disons, de survivance des valeurs de coexistence. C'est une expérience de lien avec les autres, le lien avec la transcendance, c'est-à-dire Dieu, avec le cosmos, donc avec la nature. On ne peut pas gérer des situations de violence extrême que nous vivons aujourd'hui sans mettre ça en relation avec le réservoir de liens que la religion ou que les expériences spirituelles nous fournissent. Donc, je pense qu'effectivement, nous avons un message constant et convergent qui sensibilise toujours sur la sacralité de l'homme. De rattraper quelque Absolument, ce qu'on appelle les 10 commandements. Nous avons là, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne prendras pas la chose d'autrui. Je crois que c'est des choses relativement permanentes et éternelles qui traversent les âges et les sociétés, qui peuvent permettre de résister à cette violence de tous contre tous. Alors, vers la fin de notre chronique, nous avons parlé de l'introspection. C'est nécessaire? Alors, l'introspection, c'est d'abord une expérience individuelle, mais en tant que métaphore, elle peut devenir une expérience collective. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de notre société où on n'entend plus parler trop de devoirs. Il y a le droit de tout, droit des femmes, droit des hommes, droit des homosexuels, droit des enfants, droit. Ça divise les gens, ça excite les compétitions, le devoir disparaît. C'est ça. Alors que c'est le devoir qui est la source de la dette. Et c'est la dette qui constitue en fait le lien de solidarité entre les individus. S'il est possible à quelqu'un de coucher avec sa fille, de faire ceci, est-ce que c'est souhaitable? S'il est possible qu'un enfant tue sa maman juste parce qu'il veut rester avec beaucoup d'argent, est-ce que c'est souhaitable? Le devoir nous rappelle que si tout est possible parce que nous avons la raison, l'intelligence, le génie qui peut nous permettre de faire tout ce que nous voulons, le devoir nous rappelle que tout n'est pas souhaitable. Alors, professeur, nous allons sortir de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier message? C'est d'abord pour rappeler aux parents que au moment où vous accueillez un enfant dans la vie, vous avez une grande responsabilité jusqu'à ce qu'il obtienne son autonomie morale. Maintenant, en direction des leaders moraux et des autorités publiques, nous ne devons jamais renoncer à rappeler ce qui est parfois des évidences. On ne prend pas la chose d'autrui. On n'exerce pas la violence sur quelqu'un parce qu'on est plus fort que lui. C'est le basique d'ailleurs. Donc c'est le basique, c'est l'éducation civique, c'est l'éducation morale, c'est l'éducation aux valeurs. On les apprend en vivant ensemble avec des gens qui sont différents de nous, c'est tout. Voilà, professeur Armand Lekaïsomba, sociologue, chef de département à l'Université de Yaoundé 1. Nous espérons que le message est passé. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie.